Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au Café littéraire. Ce café littéraire, eh bien, c'est l'occasion de réunir des autrices, des auteurs, des poètes et poétesses, des dramaturges ou scénaristes et d'évoquer avec eux le thème de ce salon du livre et de la presse jeunesse, désir de monde au pluriel. Attention, les désirs et les mondes. Alors désirons-nous tous le même monde? Évidemment non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous aspirons tous à l'améliorer, à en prendre soin. Et pour y arriver, on n'a jamais fait mieux que l'engagement. C'est le thème de cette émission. Et pour s'engager, eh bien, il nous faut des exemples à suivre, des hommes ou femmes de caractère que rien ne fait vaciller. Maya Brahmi a choisi de nous raconter la jeunesse tunisienne d'une des grandes femmes de ce siècle, l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi, dans son livre Gisèle Halimi, la révolte au cœur, chez Albin Jeunesse. Soyez la bienvenue, Maya. Merci. Nous voyagerons des plages de Tunis aux dunes, pas si lointaines, hein, du côté du Mali, à la rencontre de Lilu, jeune Français élevé par des Touaregs. Hervé Giraud nous raconte sa quête identitaire dans Sable Noir aux éditions Thierry Magnier. Bonjour Thierry, soyez le bienvenu. Hervé, pardon. Oui, du coup, oui, mais on va rester sur Hervé. On va rester là-dessus. Et puis, direction ensuite le Grand Ouest américain avec l'épopée sanglante signée Taille Marc Le Tan et le ciel se voila de fureur à l'école des loisirs. Un roman d'aventure profond sur la vengeance et la transmission. Taille Marc, bien le bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Super. Enfin une héroïne qu'aurait adoré Gisèle Halimi, j'en suis sûr. C'est Isabelle, la fille du roi Arthur, qui refuse un mariage arrangé et part à la recherche de sa sœur en compagnie d'une drôle d'épée pas toujours flamboyante. Ça s'appelle Furieuse. C'est une BD, ça porte bien son nom. Une BD dessinée par Mathieu Burnia et écrite par notre invité Geoffroy Monde. Geoffroy, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Vous avez à peu près tout, vous avez nos invités, le thème, ne reste plus qu'à vous présenter ma collègue de travail du jour. Voilà, c'est mon intervieweuse. Elle a lu, potassé, recherché, classé, rédigé un tas de questions pour vous quatre. Elle s'appelle Kenza, et je suis ravi de passer cette heure avec elle et sa classe de 3e du collège Anatole France. La classe de Kenza, que je salue, coucou tout le monde, et vous aurez l'occasion de prendre la parole et de poser des questions dans la seconde partie de l'émission. Kenza, bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va bien? Alors d'où viens-tu? Explique-nous un petit peu. Je viens de l'Épavillon-sous-Bois, Oui. Du collège Anatole France. D'accord. Est-ce que tu aimes lire et qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime lire, mais pas tout livre. J'aime bien lire des romans qui parlent de personnes historiques. Oui. C'est tout. D'accord. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, si, quand même. Si. Là, on t'a forcé à lire. Alors, du coup. Non, c'était intéressant. D'accord. Tu vas nous donner un petit peu ton avis sur tous ces livres. Tu connais Tunis? Oui. Oui, d'accord. Ben, ça tombe bien parce que je t'y amène avec Maya Brahmi qui est écrivain, journaliste freelance, photographe. Vous dirigez des ateliers d'écriture. Votre travail, alors c'est un peu réducteur, mais tourne autour de 3 axes en tout cas principaux qui sont le monde de l'enfance, les femmes et la musique classique. Vous avez sorti un premier roman en 2002, Vita Vinina, prix Chronos. Vous organisez des expos, vous initiez le festival franco-berlinois Art en résonance, vous collaborez au mémorial de la Shoah et êtes passionné de photographie. On va parler de ce livre, La révolte au cœur, la jeunesse à Tunis de Gisèle Halimi en 1945, ses premiers combats pour les droits des femmes et contre l'injustice, son rapport conflictuel avec sa mère, le poids de la religion, de la tradition patriarcale et la société sclérosée de l'époque, la genèse en fait d'une carrière militante au bord de la mer Méditerranée. Kenza, tu as lu le livre, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu connaissais Gisèle Halimi? J'ai bien aimé le livre, mais je connaissais pas du tout Gisèle Halimi. Je l'ai connue avec le livre. Et son parcours, il est très intéressant. Ce qu'elle a fait, c'est très intéressant et j'ai bien aimé le livre. D'accord. Est-ce que c'est la jeunesse de Gisèle Halimi qui en fait la militante que l'on connaît, Maya?
C'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer, en tout cas de raconter effectivement dans ce roman. Car quand je me suis attelée un petit peu quand j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais écrire sur Gisèle Halimi. Elle était morte malheureusement depuis 2 ans. Et c'est une dame qui a vécu longtemps, qui a fait énormément de choses, qui était une grande avocate, militante, féministe, qui a fait beaucoup pour le droit des femmes et des minorités dans le monde. Et il y avait beaucoup à raconter. Et en fait, en allant lire les mémoires qu'elle a écrites, notamment Fritna et le lait de l'oranger, je me suis aperçue que tout se jouait dans son enfance, dès sa naissance. Et qu'en fait, la révolte a grondé pour elle dès sa naissance, dès son enfance. Donc je me suis dit, ce qui va être intéressant de raconter à des adolescents et même à des adultes, c'est comment on devient Gisèle Halimi. Voilà. En faisant par exemple une grève de la faim, à quel âge? Alors, sa première grève de la faim, je crois qu'elle avait 6-7 ans. Alors pour quelle raison? Racontez-nous. La raison, c'était qu'elle voulait plus servir, elle voulait plus être l'esclave à la maison, elle voulait plus servir ses frères à table, laver le plancher avant d'aller à l'école, leur laver les pieds, s'occuper de leurs affaires. Elle ne comprenait pas, si vous voulez, c'était un état d'injustice pour elle extrême de se dire, parce que je suis née fille, je n'ai pas les mêmes droits dans la famille que mes frères. Et étrangement, comme c'était, je pense, une enfant très intelligente, elle s'est éveillée très tôt à cette injustice, puisque en fait la plupart des femmes et des filles de son époque se rangeaient, elles étaient dans une case dès qu'elles étaient toutes petites, et elles s'en contentaient. Et elle s'est révoltée. Et pour elle, c'était à mon avis une question de survie. C'était vraiment, si elle ne se révoltait pas, elle allait mourir. C'est pour ça qu'elle a fait des grèves de la faim. Et elle les a gagnés à chaque fois. Mais ce qui montre aussi, ça montre son courage, son caractère, sa détermination extraordinaire. Kenza, est-ce que tu as une question pour Maya? J'avais une question. C'était pourquoi avoir choisi Gisèle Halimi comme personnage? Pourquoi avoir écrit un livre sur elle? Alors, il y aurait, je pourrais te répondre longuement, mais une des réponses, c'est probablement que ça me permettait de repartir sur mes propres racines. Oui, des racines communes. Hein. Voilà, des racines communes, parce que mon père est né à Tunis et ma grand-mère avait 10 ans de moins que Gisèle Halimi. Et ma grand-mère me racontait des choses, me parlait, et c'était une femme très frustrée. C'était une femme très intelligente qui n'avait pas pu travailler, qui avait été sortie de l'école à l'âge de 8 ans. Qui n'avait pas pu aimer comme elle aurait aimé épouser un homme qu'elle aime. Voilà, donc c'était une vie de très grande frustration. Elle avait été utilisée par son grand frère notamment, etc. Et donc pour moi il y avait une envie finalement de la venger. Tu vois, en abordant ce personnage extraordinaire de Gisèle Halimi. Aussi, je me suis aperçue que je la connaissais très mal, Gisèle Halimi. C'était une sorte d'icône. Et bien sûr, elle avait fait ci et ça, avancé le droit des femmes, mais qui elle était vraiment? Qui elle était vraiment? Et donc, en replongeant dans son toute petite enfance, ça permettait de comprendre vraiment comment elle avait pu devenir cette femme extraordinaire. D'accord, d'accord. Gisèle Halimi, elle est pauvre, elle est colonisée, elle est juive, elle a beaucoup d'obstacles, en tout cas, à cette époque-là, et elle est femme. Qui plus est, elle a pratiquement beaucoup de choses contre elle pour arriver à devenir l'avocate, l'icône qu'elle est devenue aujourd'hui. Une volonté incroyable. Comment vous expliquez, vous, cette volonté? C'est quoi? Ce sont les livres? Alors, les livres ont forcément ça a été primordial. Elle s'est sauvée. Elle dit qu'elle est rentrée en lecture clandestine parce que chez elle, en fait, à la maison, outre le fait qu'elle n'aurait pas dû faire d'études, c'était pas à l'ordre du jour. Il y avait que les garçons qui pouvaient aller à l'école et ensuite au lycée. Le collège et lycée, c'était le lycée. Donc elle a dû aussi faire une grève de la faim pour dire voilà, moi je vais aller au lycée. Et en fait, elle a fait un pacte avec ses parents. Elle leur a dit écoutez, c'est très simple en fait. Ça va rien vous coûter. Ça va rien vous coûter. Je suis une bonne élève. J'aurai des bourses d'excellence. Et pour vous, ça va être très simple. Essayons. Vous allez voir. Pour vous, ça va rien changer. Et elle, ça lui a permis effectivement de rencontrer des professeurs extraordinaires et de lire. Alors, elle est rentrée en lecture clandestine tout simplement parce que chez elle, les livres étaient interdits. Mais vraiment interdits. C'est-à-dire que si son père ou sa mère trouvait un bouquin
sachant qu'il n'y avait pas tellement de cachettes, hein, ils étaient à 4 dans la même chambre. Si son père trouvait un bouquin, il le découpait en petits morceaux, il lui envoyait en plein visage, elle se prenait des baffes. Et voilà, elle se faisait non seulement traiter de folle, mais en plus de fille satanique qui apportait le Satan à la maison et le diable. Et on voulait surtout pas de tout ce qui pouvait se trouver dans les livres. Donc c'est vrai que ce roman, je l'ai écrit aussi pour ça, parce que pour montrer que tout est dans les livres, la liberté, la réflexion, l'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde, et c'est important. Il faut toujours s'en souvenir. Voilà. Donc il faut lire des romans historiques, mais pas que, tu vois. Oui, d'accord. Est-ce que tu as une autre question? Non. Moi, je voulais qu'on revienne juste au rapport à la mer, qui est incroyable. Elle ne s'est jamais, Gisèle Halimi ne s'est jamais sentie vraiment aimée. En tout cas, elle s'est toujours posé la question, puisque c'est sa mère peut-être qui faisait le plus obstacle à son émancipation, au contraire de son père, qui quand même la soutenait. C'est très paradoxal quand même. C'est très paradoxal, mais d'un côté, il y avait une mère qui était très religieuse, qui était vraiment dans son carcan et qui voulait que sa fille se range et devienne exactement comme elle. Et elle ne supportait pas cette fille qui était différente. Et d'un autre côté, il y avait le père qui l'a traitée de folle aussi, Maboula, folle, mais qui l'adorait. En fait, son père l'aimait profondément, aimait sa sœur aussi. Alors que sa mère, je pense qu'elle avait été élevée pour même pas la détester. C'est ça qui est encore plus violent. Ce que j'ai découvert en lisant Fritna, c'est que c'est un rapport, c'est une indifférence. C'est grandir. C'est sur les enfants, les garçons. Les garçons sont adorés. Les garçons avant tout. Marcelo, c'était le chouchou, il portait le nom, il allait aller à l'école, il avait tout ce qu'il voulait, etc. On vendait les bijoux de famille pour lui payer des cours de soutien, etc. Et il était nul. Et il était nul. Archi il avait nul. probablement une dyslexie ou des choses comme ça. Et elle était complètement, elle était brillante. Et la seule chose qu'elle voulait dans sa vie, c'est voir une lueur d'amour, une lueur de reconnaissance, juste que sa mère la voie. Et sa mère n'était pas capable de la regarder. Sa mère ne la comptait pas. Elle n'existait pas vraiment à ses yeux. Elle devait être juste une fille. Et une fille, c'était presque une sorte d'objet, donc esclave et puis objet, qui passait de la main du père à la main du mari et qui devait être vendu, marié très tôt. Et d'ailleurs, qui coûtait très cher. Parce que les mariages coûtaient extrêmement cher. Donc déjà, avoir une fille, on savait que ça allait être un calvaire. Elle a refusé un mariage arrangé. Le mariage. Elle a refusé aussi le mariage arrangé. Voilà, sans dot pourtant. Hein. Parce que c'est les familles des filles qui devaient apporter l'argent. Ouais. Et là, en plus, il n'y avait pas d'argent à apporter. Elle aurait dû l'épouser, il avait 2 voitures. Ouais. C'était un marchand d'huile, un ami de son père, qui avait quasiment plus du double de son âge, vous imaginez. Et elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait faire des études et elle voulait devenir avocate. Et c'est elle qui a féminisé le mot avocat. Ça n'existait pas. En 1949, elle est devenue avocate et sur ses cartes, elle a mis avocate. Ça a été déjà un scandale. Tous ses confrères ont trouvé ça absolument scandaleux. Une avocate, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc voilà la poigne de notre révoltée. Extraordinaire. Une grande dame. Donc cette histoire t'a emmené à découvrir aussi Gisèle Halimi, parce que je sais que tu as fait des recherches un petit peu sur Gisèle Halimi. Qu'est-ce que tu as appris d'elle? J'ai appris que c'était une grande avocate, qu'elle défendait beaucoup les femmes, qu'elle avait fait passer la loi de l'avortement, que grâce à elle, le viol, c'était plus un délit mineur, mais c'était un crime. Et non, c'est déjà beaucoup. Énorme. Elle a fait changer le statut statut d'avocat aussi, notamment avec Robert Badinter. C'est un travail de très très longues années. Mais elle a permis de donner plus de liberté au métier d'avocat. Une très grande dame. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission avec vous sur le sens de l'engagement. Et effectivement, c'est évident de parler de l'engagement de Gisèle Halimi qui a traversé toute cette seconde partie du XXe siècle et à qui les femmes et les hommes aussi doivent tant. Voilà. Petite balade du côté du Mali, ça te dirait, Kenza? Ouais. Allez, je t'emmène avec Hervé Giraud pour son livre Sable Noir chez Thierry Magnier. Alors Hervé Giraud, vous êtes un écrivain français, jusque-là on est bon?
Hein, jusque-là, ça va. N'hésitez pas à prendre votre micro. Oui, effectivement, oui. Vous avez publié avec le photographe Jean-Charles Ray une quinzaine de carnets de voyage aux éditions PEMF, ainsi qu'une série d'ouvrages intitulés Enfants du monde. Question de l'enfance. Un peu, ouais. Ouais. Dès que j'ai pas bon, vous n'hésitez pas. Hein. Ouais, non, on est vigilant. Vous êtes auteur de documentaires pour la jeunesse, Pas folle la guêpe, Quelle mouche nous pique, Ça me file le bourdon. En septembre 2012, vous avez écrit le jour où on a retrouvé le soldat Boutillon, et un titre que j'adore, Histoire du garçon qui courait après son chien, qui courait après sa balle. Voilà, vous êtes ici pour nous présenter Sable Noir que je présente ici. Le livre, alors l'histoire, le pitch, Lilu n'a pas la même couleur de peau que sa famille Touareg. Il a été adopté à l'âge de 4 ans par ces nomades du désert. Il devient un homme selon la tribu à 14 ans et donc il doit participer à sa première expédition. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu. Il va se perdre dans les dunes du Mali, survivre grâce à un groupe de djihadistes et se faire enrôler par eux pour mener un attentat suicide. Et il est recueilli par des soldats français de l'ONU. Il doit alors choisir sa place. Qui est-il vraiment, ce Lilu? À quelle civilisation il appartient? Est-il un orphelin français ou un Touareg un peu différent des autres? Ou peut-être les deux, sait-on. Tu l'as lu, ce livre. Je crois que tu as pas mal aimé. Si, j'ai aimé le livre. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Raconte-nous ce qui t'a plu. J'ai aimé le fait de parler le fait de l'histoire, qu'elle parle de d'où on vient, de chercher d'où il vient. C'est ça que j'ai bien aimé dans le livre. Et la manière dont c'est écrit. Il y a beaucoup de métaphores dedans. De métaphores. J'ai aimé. Alors pourquoi cette écriture métaphorique? C'est ça que tu voulais demander à Hervé. Ouais, c'est compliqué, le processus d'écriture, notamment concernant ce livre. J'ai du mal à en parler. Il vient de sortir, il est tout récent. Je ne l'ai pas écrit en me disant tiens, je vais écrire une histoire sur nos origines, le récit, la façon dont on se construit par rapport à d'où on vient, etc. J'avais envie de raconter une histoire qui se passerait dans le désert avec des Touaregs. Simplement un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, qui avait travaillé. C'est un monsieur qui organisait des concerts de rock dans le désert et il m'a dit pour transporter des marchandises dans le désert, il n'y a que les Touaregs, il n'y a que les chameaux qui peuvent transporter des marchandises, des amplis, du matériel comme on en voit autour de nous dans le désert. Donc on est obligé de travailler avec les Touaregs. Et les Touaregs transportent, en fait aujourd'hui, ils ne sont pas nomades, ils ne sont pas bergers, ils sont transporteurs. Ils transportent des choses, ils ne sont pas trop regardants non plus, ils survivent, tout ça se paye en liquide. Et j'avais trouvé ça génial, je dis il doit y avoir un truc à raconter avec les Touaregs. Alors j'étais parti dans un récit où j'ai mis un personnage, un enfant, je lui dis tiens, je vais en faire un orphelin, et puis forcément très candide, je l'ai fait se faire adopter par des Touaregs suite au décès de ses parents. Et puis il grandit dans ce milieu un peu à la marge du monde, des gens qui vivent de manière avec une économie très succincte, ils se nourrissent de très peu, ils ramassent quelques brindilles pour faire du feu le soir, ils sont très peu bavards, les Touaregs ne parlent très peu, sont voilés, les hommes uniquement sont voilés, les femmes sont pas voilées, mais ils parlent très peu, jamais quand ils mangent, on parle pas quand on mange, ils estiment que parler c'est dévoiler sa pensée, or la pensée c'est quelque chose qui doit rester secret. Ils ont un langage qui a été étudié, j'ai lu des livres sur qui ont été faits sur la façon dont ils communiquaient entre eux. C'est des gens qui sont très sobres en tout, en parole, en nourriture, en déplacement. C'est vraiment une vie à l'économie. Et donc mon personnage grandit là-dedans. Moi, en construisant le récit, je me suis dit, il faut qu'il y ait des péripéties. Alors, il a 14 ans, il ne sait pas d'où il vient, il s'interroge sur ses origines, les frontières. Il connaît rien du monde, il connaît que les choses concrètes du monde parce qu'il a un imagier qu'il a gardé quand il était petit. Il y a des objets concrets, des verres, des valises à roulettes, il sait tout ça. Mais tout ce qui appartient au langage abstrait, l'amour, l'affection, tout, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas parce qu'il parle très peu. D'ailleurs, il a perdu l'usage du langage pendant de nombreuses années. Il parle plusieurs langues. Il parle la langue des Touaregs. Il parle un peu arabe parce qu'il avait une nounou qui était marocaine. Il parle un peu français parce que ses parents, avant qu'ils disparaissent, quand il avait 4 ans, lui ont parlé le français. Donc il mélange un peu toutes ces langues, il mélange toutes ces cultures. Il ne sait pas qui il est, il n'a pas vraiment d'identité. Et effectivement, à l'âge de 14 ans, chez les Touaregs, on a
enfin, il sépare la vie en période de 7 années. Donc les 7 premières années sont consacrées à la toute petite enfance. Les 7 années suivantes, l'apprentissage du mariage. Et à partir de la troisième, enfin de 3 fois 7, 14 ans, on est dans le monde adulte. Et là, il va partir faire un voyage parce qu'ils doivent transporter des marchandises. En l'occurrence, qui sont destinés à des djihadistes. À des djihadistes. Mais les Touaregs ne le savent même pas. Enfin, ils ont un lieu de départ, un lieu d'arrivée. Et ils transportent une tondeuse à gazon, ce qui est totalement insolite dans le désert. Mais voilà, il faut lire le livre, il faut savoir sa destination. Vous parlez de, on vous a raconté des histoires de Touaregs qui se baladaient. Vous êtes sûr que ça vient de là, vraiment, l'idée du roman? C'est pas aussi votre boulot à côté parce qu'on peut dire que vous avez été directeur oui, vous avez accueilli. On en a parlé avant l'émission. Ouais. Alors, si on peut en parler un petit peu quand même. Voilà. Est-ce que ça nourrit? Oui, je pense que ça nourrit. Boulot. Il y a un processus inconscient quand on écrit un roman. C'est pour ça que moi, en fait, j'écris et après, j'ai pas d'intention au départ. Je me dis pas, tiens, je vais raconter un récit qui va ci ou ça. J'écris des choses, je fais des histoires, je mets des ingrédients, des personnages, voilà, des péripéties. Et puis après, quand je rencontre des gens, quand on m'en parle, je me dis, ah bah oui, mais si j'ai dit ça, c'est parce que moi-même, j'ai vécu. Alors racontez-nous ce que vous voulez bien nous raconter. Pendant quelques années, je me suis occupé d'un foyer de l'enfance et qui a accueilli, le hasard, dans les années 2018, des enfants de retour de Syrie qui avaient été à Raqqa qui étaient partis avec leur maman, hein, des récits qu'on connaît assez bien, qui ont vécu en Syrie dans des camps. Et puis on sait ce qui s'est passé. Les Américains ont bombardé Raqqa, je crois que c'est en 2018. Les familles ont commencé à rentrer, tant bien que mal. D'autres y sont toujours et aimeraient bien rentrer d'ailleurs. Et le foyer dont je m'occupais a accueilli ces enfants-là. Ils sont placés au secret, ils sont retirés de leur famille, parce que les mamans, dès qu'elles sont arrivées à Roissy-Charles de Gaulle, elles ont été arrêtées par les services de gendarmerie et on les a confiées aux bons soins de la justice. Les enfants ont été confiés aux soins de l'ASE et donc ont été confiés. Et j'ai vu arriver des enfants avec des patronymes que je connaissais déjà pour lire les journaux de gens qui avaient commis des choses pas très recommandables, voire pas du tout. Et au début, avec l'équipe avec qui je travaillais, on s'est dit mais comment on va gérer ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Et on s'est tourné vers un autre ministère. On a demandé mais on fait quoi avec ces jeunes qui ont vécu le djihad par procuration avec leurs parents? Ils m'ont dit mais faites-vous confiance. C'est une réponse un peu... Alors on s'est fait confiance, on a fait des ateliers philo, on leur a parlé de dilemmes moraux, on les a accueillis. Et puis les mois passant, la peur, parce qu'on avait vraiment peur. Hein. La peur, c'était... On a reçu quelques menaces de gamins de 12 ans qui nous disaient qu'il allait y avoir du sang qui allait gicler partout, etc. Mais bon, ils se sont calmés rapidement. Puis en fait... pour certains d'entre eux, il s'avérait que c'est des enfants qui étaient extrêmement respectueux de ce qu'on était, très polis, très cultivés, très bons scolairement, avec des vraies capacités, parce qu'ils avaient travaillé, ils étaient au CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, quand ils étaient en Syrie. Ils avaient travaillé avec leur maman. Et puis les plus âgés m'ont raconté ce qu'ils ont fait, démonter des kalachnikovs, accompagner leur papa pas trop loin du camp, parce qu'ils allaient faire des choses... qui était un peu... Et ça, tout ça, ça nourrit... Ouais, ça a nourri, ouais. Notamment ce rapport à l'islamisme. Voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé, je m'y suis penché. Pourquoi des types décident d'aller tuer d'autres hommes? Pour quelles idées? Qu'est-ce qui s'inscrit derrière? Évidemment, j'ai compris que c'était un islamisme politique. Et voilà, c'est très complexe. Kenza, une question? Une question. Hervé? Oui, est-ce que vous vous êtes inspiré de ce que vous avez vécu pour écrire ce livre? Est-ce que ça vous a beaucoup aidé? Ouais, j'étais allé à la mer de Sable à Ermenonville quand j'étais petit. Ah bah oui. Ouais, forcément, on y est tous. Oui, un peu. Les dunes. Forcément, on s'inspire de choses qu'on a connues. Alors, j'ai jamais traversé le désert. En l'occurrence, j'avais fait un carnet de voyage avec une traversée du désert du Sahara. Mais moi, j'avais simplement fait les textes et c'était mon compagnon, mon collègue Jean-Charles Rey qui avait fait le voyage avec les Touaregs. Il avait passé 4 mois à dos de chameau. Quand il est arrivé, il avait perdu 15 kilos et il m'a dit plus jamais ça. Il m'a dit que on est en mode survie. Il prenait sa température, il avait 42 fièvres en permanence. C'est une vie très très dure.
Alors, on avait, ce sera la dernière question pour finir ce tour de table avec vous, Hervé. On discutait avec Kenza de la couverture du livre. Alors moi, j'y avais pas fait attention. Et c'est Kenza qui m'a dit, mais elle est vraiment très... C'est ça qui t'a donné envie de le lire, hein? Ça m'a donné envie de lire le livre au début. C'est le livre qui m'a attiré. Ça va faire plaisir à mon éditeur. Alors moi, on fait attention aux couvertures du livre, mais moi, j'étais passé à côté. Du coup, quand Kenza m'a dit ça, je commençais à la regarder. Effectivement, il y a tout dedans. Oui. Il y a un avion. Il y a l'avion que j'avais absolument pas vu. Il y a bien sûr ce dromadaire et cet enfant. Et le seau rouge. Oui, le seau rouge, oui. Qui joue un rôle très, très important. Ouais. Hein, j'en parle ou si vous savez faire court, mais j'ai un... Ouais, je vais faire court. Alors oui, effectivement, il se perd dans le désert en suivant les Touaregs. Il nous avait prévenu qu'il était bavard. Au sommet d'une dune. En fait, avant d'écrire ce livre, je voulais écrire un livre sur la dérive des plastiques. Vous savez, ces plastiques qui partent sur les océans, comme d'autres, des hommes partent sur les océans et se perdent. Et je voulais faire une métaphore justement entre les plastiques et les hommes qui sont des déchets. Enfin, certains hommes, voilà, qu'on considère comme tels, et parce que ça me préoccupe de voir des gens mourir en mer alors qu'ils veulent juste vivre. Donc bref, mon personnage voit un truc rouge en haut d'une dune, s'écarte de son groupe pour aller voir ce que c'est, et c'est un seau en plastique. On se demande ce qu'il fait là. C'est un peu la bouteille de Coca-Cola des dieux sont tombés sur la tête. Voilà. Bon, il le prend parce que c'est chouette, un seau en plastique, mais il perd son groupe. Et à partir de là, il va vivre plein de mésaventures, et il va vraiment risquer sa peau. Il sera vraiment sauvé par des djihadistes et à la veille de sa mort, quoi. Il est... Ouais. Merci beaucoup. C'est bienfaiteur. Merci beaucoup. Le Far West, t'aimes bien le Far West, les westerns? C'est peut-être pas forcément ta génération. Hein. Non, pas du tout. Non. Et pourtant, ça dessoude, ça flingue. C'est un terrain d'expérimentation incroyable. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas lu un bouquin avec comme cadre le Grand Ouest américain, et je me suis régalé grâce à vous, Taïmark Le Tan. Vous êtes graphiste de formation au départ, mais vous avez une appétence pour les univers fantastiques, les romans trépidants comme ce western, donc plein de bruit, de fureur, mais aussi, et c'est là où c'est super intéressant, des messages actuels sur la condition féminine des femmes à l'époque de la conquête de l'Ouest. Il n'y avait pas encore Gisèle Halimi à l'époque, mais pas seulement, parce que ça nous renvoie aussi, ça nous pose des questions aussi sur notre époque. Vous êtes auteur aussi de 2 séries de romans parus chez Didier Jeunesse, Jonah et le Jardin des Épitaphes, et aussi un titre que j'aime beaucoup, On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille à l'école des loisirs, ce qui est un conseil judicieux. Alors le livre, on se demande que font 5 filles et un garçon aveugle dans un chariot en plein milieu du Far West le plus sauvage. C'est une drôle de famille d'enfants perdus recueillis par Hidalgo, qui est une fine gâchette française. Il y a Abigail, Lisbeth, Samantha, Hélène, Maureen et Anton, ou Anton, je ne sais pas comment vous le prononcez. Anton plutôt. Anton, ouais, on part sur Anton, ça va bien. Ils rêvent tous d'un monde nouveau, mais c'est un peu difficile d'échapper à sa destinée, parce qu'il y a les fantômes du passé qui sont lancés aux trousses d'Hidalgo, qui est un petit peu le papa. Un roman d'aventure, mais qui pose la question de la vengeance. Jusqu'où, à quel prix, que transmettons à ces enfants? Une réflexion aussi sur la parentalité, l'éducation, l'héritage aussi violent de l'Amérique, mais surtout de la rédemption aussi. Alors ça permet quoi, dites-moi, Taïmark, le cadre classique du western? Voilà, on a le fond, ça permet quoi? Alors, le western, c'est un univers un petit peu moderne, mais en même temps, il y a un côté très archaïque dans le western, moi qui me plaisait. Et en me documentant un petit peu sur l'époque, j'ai réalisé une chose, c'est que à un moment, à une époque donnée, d'un côté de l'océan, il y avait le bon, la brute et le truand, et de l'autre côté, il y avait Victor Hugo qui écrivait Les Misérables. Et voilà, pour moi, ça a été une espèce de déclencheur où je me suis dit, mais cette cohabitation, en fait, est assez surprenante. Et ça a été un des moteurs qui m'a poussé justement à travailler sur ce genre-là.
Après, il y a eu beaucoup d'autres aussi, beaucoup d'autres choses qui m'ont fait m'intéresser à ça. C'est que moi, le western, je suis baigné dans le western depuis que je suis tout petit. Hein. Il y avait le western du mardi soir avec Du mon dimanche frère. soir. Ouais, du dimanche soir. Et puis bon, c'était voilà, avec les gars qui avaient des pantalons qui leur arrivaient jusque là, la chemise bien rentrée à l'intérieur. Puis après, il y a eu les westerns spaghetti. Après, il y a eu aussi les westerns des années 70, westerns américains qui faisaient écho aussi à la guerre du Vietnam. Donc qui étaient des westerns qui étaient beaucoup plus engagés, qui avaient un contexte politique qui était beaucoup plus fort, justement, notamment vis-à-vis du peuple amérindien. Et donc il y avait voilà tous ces éléments où je me sentais à mon aise. Il y avait aussi le continent américain où qui pour moi reste un continent des possibles. Moi, j'ai une sœur qui vit là-bas. J'étais la voir le mois dernier, et puis à chaque fois, il se passe des trucs toujours incroyables. L'autre jour, on était en voiture, et puis elle montre. Il y avait un gars qui marchait au milieu de la route. Un gars, il marchait au milieu de la route. Elle me dit ah ouais, mais lui, je le connais. C'est un prof de gym. Et un jour, je discutais avec lui. Il marche au milieu de la route. Des fois, il marche torse nu parce qu'il est prof de gym. Il aime bien se faire voir un petit peu. Et il m'a raconté. Il m'a dit, il déteste marcher sur les trottoirs. J'ai dit bah pourquoi il déteste. Bah, j'ai dit non, mais c'est comme ça. Il déteste marcher sur les trottoirs. Et puis voilà, on a croisé ce gars qui était là, qui marchait au milieu de la route, devant tout le monde, torse nu des fois. Et puis je me suis dit, mais c'est incroyable. Toutes les personnes qu'on peut rencontrer là-bas, déjà s'inscrivent dans une histoire, dans un roman. Et voilà, c'est une source qui est inépuisable. Alors voilà, moi le continent américain, je l'ai sillonné en large, en long, en large, en travers, avec mes enfants, tout seul. Et je me suis gorgé d'ambiance, de paysages, de rencontres, des rencontres un peu inopportunes, des choses qu'on n'attend pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir en Europe, et puis une facilité de contact aussi, une facilité des échanges, des dialogues, un enrichissement qui vient pas forcément voilà, d'un étalage de culture ou d'un partage de livres ou de musique, des choses très très simples, mais qui on sent qui m'ont nourri depuis des années. Vous vous êtes régalé quand même. Ah ouais, je me suis éclaté. Mais je les voyais les gars. À chaque fois, moi on me dit que j'ai souvent une écriture visuelle, mais voilà, quand je rencontre quand il y a les bandits qui arrivent, je vois leur trogne et tout. Les mecs, ils sont comme ça, ils ont leur histoire. Leur histoire est inscrite un petit peu sur leur visage, ouais. Dans leur attitude, dans leur façon de. Et puis après, il y a aussi au niveau je dirais sur un point de vue de pure mise en scène où j'ai pris mon temps. Il y a des moments où effectivement, dans une des premières scènes, les enfants sont cachés dans le chariot, le père est confronté à 4 bandits. Ah, ça monte, hein. On dirait, alors justement, on dirait un petit scénar de Tarantino. Il y a beaucoup de dialogues, ouais, la tension monte. Il y a une des filles qui commence à compter, quoi, parce que son père lui a expliqué, il lui a dit, tu vois, quand il y a des gens qui conversent, tu comptes les secondes qui s'écoulent entre une question et une réponse, et en fonction du nombre de secondes, tu vois où ils en sont, tu vois à quel niveau est la tension. Et la fille, elle est dans le chariot, clac, clac, et elle commence à préparer les armes parce qu'elle sent que la tension monte petit à petit. Et justement, alors sur un point de vue, voilà, le livre est assez épais. Moi, je me suis régalé à étirer le temps, en faire effectivement jouer avec les codes du spaghetti. Alors on pense à Little Big Man pour le début, naturellement. Ouais. Hein, la référence de cette vieille dame qu'on va interviewer et qui va raconter son histoire. On pense à La prisonnière du désert pour la quête un peu sans fin. Et puis à Tarantino, parce que... Ouais, alors Tarantino... cartonne. Ouais, Tarantino, moi c'est une référence qui me fait plaisir, mais qui quelque part moi j'aime beaucoup le cinéma de Tarantino, mais selon moi c'est déjà quelqu'un qui s'inspire beaucoup de ce qu'il y a autour. Bien sûr. Pour moi, Tarantino, il a une qualité indéniable, c'est d'avoir réussi à rendre accessible le cinéma de genre. Et moi, c'est vrai que il y a qu'une seule référence à Tarantino dans ce livre-là, une référence directe, et c'est pas un film qu'il a réalisé, c'est un film dont il a écrit le scénario. Et c'est quand c'est la scène où il y en a une qui se fait tabasser par l'Indien et donc c'est une référence à True Romance. Et c'est la seule référence que j'ai. Mais souvent, moi, j'ai des références qui sont plus sur le cinéma asiatique, mais pas forcément du western. Hein. Dans des tensions, dans des rapports des gens les uns avec les autres. Effectivement, c'est des explosions de violence qui sont inattendues et qui peuvent surprendre. Et en même temps, avec un côté un petit peu décalé qui fait que, enfin, selon moi, ça reste toujours un peu rigolo, quoi. Enfin. Oui, complètement, beaucoup d'humour. Mais en fait, la force de ce livre, c'est le personnage d'Hidalgo,
qui est à la fois une espèce de pas un serial killer, mais un tueur professionnel, mais qui élève ses 5 enfants, qu'il a recueillis avec des valeurs, je dirais, humanistes, en tout cas défendant la place des femmes, leur apprenant l'éducation, leur apprenant à être indépendant. L'indépendance, c'est la force de ce personnage aussi qui parcourt tout le livre. Ce livre-là, c'est avant toute chose, c'est un livre sur la famille. Moi, je sais que ma sœur, quand elle l'a lu, elle s'est marrée. Elle m'a dit, mais Hidalgo, c'est toi. Mais je suis pas violent comme ça. Hein. Mais je sais que c'est un livre. Bon, c'est ça qu'on a mis loin de moi. Ouais. Il a été un petit peu critiqué, mais c'est vrai que la violence est souvent mise en avant en disant, bon, c'est vrai qu'il y a un chapitre où il va dézinguer 50 bonhommes, un petit peu comme il fait la vaisselle, quoi. Mais il y a ces enfants qui sont en danger. Et je pense que cette violence, moi j'ai eu des témoignages de gens qui me disaient, moi je supporte pas la violence, mais dans le cadre de ton livre, c'est passé crème, parce que je trouve que c'est une violence c'est une violence de légitime, parce que moi je suis pas violent, mais si il y en a qui veulent faire du mal à mes enfants, ouais. Je sors les dents là. Oui, mais ça pose une question profonde sur la vengeance, sur la. Il y a quelque chose d'animal, quoi. Ouais. Quelque chose d'animal. Rien que d'en parler, ça m'énerve. J'ai envie de taper quelque chose. Non, mais voilà. Moi, je sais que les rares fois où effectivement j'ai pu sortir de mes gonds, c'est quand à un moment, je voyais un de mes petits qui était chahuté par quelqu'un d'autre ou par une voiture qui roulait un peu vite. Ouais. Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai plus la. Non. Il faut être posé, il faut réfléchir. Là, je peux m'énerver, mais uniquement dans ces cadres-là. Une qui s'énerve aussi, c'est Furieuse. Hein. C'est Furieuse, c'est de Isa dans cette BD dessinée par Mathieu Burnia et mise en scène par vous, Geoffroy Monde. Oui. Furieuse, c'est la fille du roi Arthur. Hein. Alors le roi Arthur qui est dans cette BD qui est aussi rond que sa table. Hein. C'est le vieux loser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il est en bout de course. Il aime bien la boisson. Il aime bien la boisson. Et puis, il veut surtout marier sa fille de force. Alors, vous vous êtes lâché, vous aussi, sur une relecture de l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kenza ? J'ai bien aimé le livre. Ouais. Et oui, j'ai bien aimé le livre. Je lis pas souvent des BD, mais elle m'a beaucoup plu. Tu es pas une fan de BD ? Non, d'accord. Et là, qu'est-ce qui t'a plu ? Le dessin. Je l'ai trouvé simple et il n'était pas désagréable à regarder. Je le dirais, Mathieu. C'est déjà pas mal, simple, mais pas désagréable. C'est souvent désagréable le dessin, c'est vrai. Ça peut sauter, quoi. Ça peut sauter à la figure. C'est quoi Alors, il y a eu des pastiches des Chevaliers de la Table Ronde. Il y en a eu plein. Il y a eu Sacré Graal naturellement en cinéma, puis Kaamelott plus récemment. Ouais. Ça permet quoi ? Parce que c'est quand même une histoire de bonhomme avec un petit peu comme les westerns, quoi. C'est pas très féminin comme univers. Alors. Pour être honnête, la présence d'Arthur et des références arthuriennes sont vraiment plus cosmétiques qu'autre chose. Ouais. Dans le sens où le premier jet de l'histoire ne les mentionnait pas. Simplement, comme on faisait des allers-retours d'idées avec Mathieu, il m'a dit, tu sais quoi, tu devrais partir sur des archétypes. Parce qu'on a le sorcier, on a le roi, on a la princesse. Enfin, je les avais appelés comme ça en fait dans le premier jet, mais vraiment pour que Matt sache s'y retrouver. Mais l'idée c'était surtout pas d'appeler le roi Arthur ou quoi que ce soit. Mais il m'a dit, l'histoire après elle part tellement dans des trucs pas possibles que si on offre au lecteur des gros pôles comme ça historiques qui sait reconnaître le roi qui s'appelle Arthur, etc., ça va aider à pouvoir démonter tout ça encore plus vite. Et du coup on a laissé ces noms-là. Et tout le reste n'a absolument rien à voir. Je pense qu'un historien de cette époque, il verrait esthétiquement, architecturalement, on est allé sur la Renaissance espagnole. Il aurait des petits soucis avec ça, quoi. Oui, c'était l'envie d'éclater exactement, de renverser la table, quoi. Ouais, c'est ça. Et même dès le début, on part sur un truc très cliché. Hein. On a une princesse qui veut quitter un mariage forcé. Ça, on a aussi lu 1 milliard d'histoires ou vu 1 milliard de films qui commencent comme ça. Donc, ça participait de cette idée de partir de choses très clichés et aussi d'avoir des repères très ancrés pour le lecteur ou la lectrice. D'accord. Kenza, une question. Pourquoi avoir choisi un personnage féminin ? Sachant que vous êtes 2 garçons. Ouais, on est 2 garçons. Hein ?
Alors, on était là pour redresser les torts, parce qu'on trouve que tous les personnages féminins des autres auteurs de BD sont très mauvais et clichés. Non, c'est pas vrai. On s'est intéressé directement aux personnages féminins par rapport à ce qu'on voulait dire en fait dans cette BD. On voulait surtout parler du personnage de l'épée. Centralement dans la première version de l'histoire, l'épée était vraiment plus au centre, c'était même le titre du projet à la base. Et cette épée, elle se veut un peu une alliée de la jeune fille, une alliée de la lutte d'émancipation de la jeune princesse. Et on voulait parler de cette relation-là et de la manière dont on peut se présenter, nous, hommes justement, deux hommes qui faisons ce bouquin, comme des alliés d'une cause, peut-être pas pour des motifs très purs. C'est-à-dire on peut très facilement se présenter comme féministe et avoir ce genre de discours, soit pour avoir une médaille, soit pour se mettre du côté d'une population qu'on veut ensuite manipuler. Et donc cette épée, elle est un petit peu une caricature de ce comportement, mais qui est un comportement qui est pas si loin de nos comportements à nous. Ça répondait à un questionnement qu'on avait avec Mathieu, de se dire bon voilà, nous on veut parler de féminisme, on veut accompagner cette lutte, mais pourquoi finalement? Quelles sont nos vraies motivations? Est-ce que on est sans arrière-pensée quand on fait ça? Et le personnage de l'épée, du coup, c'est un peu nous dans cette histoire. Et le personnage d'Isa, c'est un petit peu la lutte qu'on essaie d'accompagner et le questionnement qu'on a autour de nos motivations à nous-mêmes. Je voudrais, pour qu'on ait un petit peu le temps de parler de l'engagement au travers de tous vos ouvrages, je vous propose de vous poser la tête dans les nuages. C'est votre portrait quotidien d'un artiste que vous retrouvez dans l'expo Désir de Monde. Et aujourd'hui, je vous emmène en Suède à la découverte de Sara Lundberg. On se retrouve juste après. L'oiseau en moi vole où il veut, de Sara Lundberg, traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau, aux éditions La Partie. De la peinture plein pot. Des courbes, des entrelacs, des champs fleuris ou des forêts sous la neige, une grande rigole bleue ou verte, selon le reflet du ciel, la nature prend vie sous le mouvement du pinceau. Ces traits voluptueux tracent des chemins dans les arbres, dans les prés, dans les nuages et aussi dans les esprits, tandis que de loin en loin, des collages rappellent l'âpreté de l'instant présent. Gouache ou aquarelle, opaque, intense ou transparente, vive ou mélancolique, par la force de la matière, des textures et de la couleur, la peinture agit comme un fluide. Elle enrobe, rassure ou bouscule. Elle traduit les changements d'ambiance, éclaire les émotions, raconte le voyage intérieur. Mais ici, la peinture n'est pas seulement un art, elle est aussi un rêve, un projet. Le projet de Bertha, faire surgir de ses mains les images les plus merveilleuses. Et dans cet album, les mains justement sont très présentes. La main d'Adam, peinte par Michel-Ange, ou celle de l'enfant qui façonne l'argile, aussi bien que celle qui peine aux tâches ménagères ou encore s'épuise aux travaux des champs. Les mains de Bertha fourmillent, impatientes de dessiner. Il y a Julia, Gunna, Nisse et Bertha, qui en suédois rime avec Tjarta, cœur. Bertha qui se cabre, explose devant son avenir de femme au foyer qui semble imparable. Bertha qui rêve de guérir sa maman grâce à ses dessins et aux oiseaux bleus qu'elle fait naître de l'argile. Bertha qui se recroqueville dans la douleur et se déploie dans l'espoir. Bertha qui libère l'oiseau qui en elle ne demande qu'à voler. Une histoire vraie. Une envolée féministe qui laisse de quoi penser. Mais en quoi ce monde étriqué serait-il désirable? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement que de l'univers quotidien, il faut parfois s'envoler pour révéler celle que l'on est en vrai. J'aimerais, pour
pour finir cette émission et cette rencontre, que vous puissiez chacun d'entre vous nous dire le message d'engagement que vous avez voulu faire passer auprès de vos lecteurs, de vos lectrices, de vos jeunes lecteurs, dans chacun de vos ouvrages. Maya, on va commencer par vous, si vous voulez bien, avec cette figure forte de Gisèle Halimi. Bah, écoutez, c'est un message vers l'émancipation. Vers l'émancipation. Ouais. Un message pour... comment dire, il y a différentes choses. Il y a forcément contre le racisme, contre les préjugés, pour faire avancer, franchement, les droits des femmes qui sont en régression absolument partout dans le monde. Je crois qu'en fait, le combat continue. Je crois que là, l'engagement, c'est ça. Le combat continue. Et puis, continuez à lire, lisez. Vous n'aimez pas lire, eh ben, mettez le nez dans des livres. Trouvez un livre qui vous plaît. Évadez-vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur le monde. Et engagez-vous, du coup. Tu as envie de t'engager, toi, Kenza ? L'engagement, c'est quoi pour toi ? Ça représente quelque chose ? Pour moi, l'engagement, c'est prendre des responsabilités sur quelque chose, se rendre compte de quelque chose, se rendre un tout petit peu plus mature. Oui, quelle cause, toi, tu auras envie d'embrasser ? S'il y a une cause particulière qui te tient à cœur ? Je dirais le racisme. Hervé Giraud, qu'est-ce que vous avez voulu ? Vous faites court, je vous allais. Je vais faire très court. Oui. Alors, je crois que qui qu'on soit, on a de bonnes raisons d'être ce qu'on est, de dire ce qu'on dit, de penser ce qu'on pense et d'agir comme on agit. On a tous une histoire, on a tous un récit familial, une origine, etc. Et sûrement de bonnes raisons de mener des combats. Et on doit les mener. Il n'y a qu'un seul truc, c'est on s'interdit la violence. Je crois que le préalable à la démocratie, c'est l'interdiction de la violence. Donc on ne tue pas, on ne frappe pas, on ne joue pas les muscles. On débat, voilà, et on partage les idées. Et on s'interroge à qui on est, d'où on vient et pourquoi on pense ça aussi et pourquoi lui il pense autrement et est-ce qu'il n'aurait pas aussi de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Voilà, je vais pas. Le pas de côté, quoi, pour se mettre à la place côté, aussi ouais, descendre de vélo autres. pour se regarder pédaler, des fois ça fait du bien. Voilà. Vous taille marque. Ouais, l'engagement, évidemment l'engagement. Alors après le côté message, moi je cherche pas forcément à donner des messages. Ouais. Après moi ce que j'ai cherché à faire, c'est effectivement donner l'exemple de cette famille et de donner envie aux lecteurs de partager, de passer du temps avec ses filles, ce garçon, ce papa et l'engagement, certes, mais l'engagement à plusieurs, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le côté individuel. Le collectif. Ouais, hein. plus aller vers le collectif. Effectivement, si engagement doit y avoir, c'est un engagement de groupe, c'est un engagement, je dirais politique, avec un engagement politique. Kenza, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Tu veux rajouter quelque chose ? Non. Tu as passé un bon moment ? Oui, merci, c'était génial. Bon, si vous désirez approfondir cette thématique, eh bien, restez avec nous, parce qu'il y a Cécile Ribaud-Caillol qui vous propose une sélection à retrouver sur la plateforme kibookin.fr. Vivre, lutter et s'affirmer. Continuer de désirer le monde. Petit florilège de titres à découvrir sur Kibookin. La cage d'Emma Séguès aux éditions Ozu. Une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes, d'Annick Cogent, Sophie Coutrier et Sandrine Revel aux éditions Stenkis. Cacte, journal d'un réfugié, de Chimou Abadia, aux éditions La Joie de lire. Les reflets du monde, en lutte, de Fabien Toulmé, aux éditions Delcourt. L'orage qui vient, de Louise May, aux éditions La Ville brûle. Et chez vous, Kibookin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibookin.fr. Voilà l'engagement présent tout au long de ce salon du livre avec cette thématique désir de monde. Merci Maya Bramy, je conseille La révolte au cœur chez Albin Michel Jeunesse. Hervé Giraud, Sable Noir aux éditions Thierry Magnier. Taille-Marc Le Tan et Le ciel se voilà de fureur à l'école des loisirs. Et Hervé Giraud, pardon pour Geoffroy Monde, j'allais vous oublier, excusez-moi, pour Furieuse.
C'est Hervé, il m'a obsédé un petit peu cette émission. Merci à tous. Rendez-vous demain ici à 17h pour une nouvelle thématique, voir autrement. Et puis à 18h15, c'est le Social Club animé par Antonella Franchini. Salut à tous. À demain.